Il y en a deux qui sont absolument inévitables, c'est le biais de confirmation et l'excès de confiance. En réalité, il y a un petit nombre de biais qui expliquent beaucoup d'erreurs. Tu t'abonnes à une revue en ligne, tu veux te désabonner, et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais il y a des fois c'est l'enfer. Est-ce que si ça te pousse à la dépense, est-ce que c'est éthique ou non? On sait que c'est pas vrai, on sait que c'est une illusion, mais on en est quand même victime. Autant les biais cognitifs, on peut facilement s'y sensibiliser, mais s'en défaire, c'est quelque chose de dur. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille Vincent Berthet. C'est un scientifique qui travaille sur des sujets liés à la finance comportementale, liés à nos émotions et liés à notre prise de décision. Vous allez apprendre énormément de choses sur vous-même, sur votre gestion de votre argent, sur votre gestion de votre budget. Donc j'espère vraiment que cet épisode vous plaira. En attendant, je vous invite à liker cet épisode et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc je vous laisse à l'épisode. Bonne écoute. Salut Vincent, ravi de t'avoir dans l'émission. Salut Alexis. Est-ce que tu pourrais, pour commencer un petit peu, te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Vincent Berthet. Je suis maître de conférence à l'Université de Lorraine. Je suis également chercheur associé au Centre d'économie de la Sorbonne. Et donc, moi, ce que je fais, c'est des sciences cognitives, sciences du comportement. Donc, ce que ça veut dire concrètement, je fais de l'enseignement sur ces matières et je fais de la recherche scientifique sur ces sujets. Donc, tu es dans les sciences cognitives. Déjà, est-ce que tu peux commencer par vulgariser un petit peu, nous dire ce que c'est exactement les sciences cognitives? Les sciences cognitives, c'est un champ disciplinaire. C'est pour ça que c'est au pluriel. C'est un champ disciplinaire et qui a émergé dans les années 60. Dans les années 1960, ce qu'on appelait d'ailleurs la révolution cognitive. Et c'est un champ qui regroupe des disciplines comme la psychologie, les neurosciences et l'intelligence artificielle. D'accord, je vais te demander la différence avec la psychologie. En fait, c'est un chapeau. Ouais. C'est un chapeau et la plus-value, elle vient des interactions entre ces disciplines. Du coup, nous, chez Jared, on utilise une partie, un champ des sciences cognitives pour en fait mimer ce que pourrait comprendre de l'utilisateur, par exemple un conseiller financier. Donc en fait, nous, l'idée, c'est que notre assistant, il puisse aller au-delà des chiffres, au-delà des réponses fournies par l'utilisateur, mais qu'il soit aussi capable finalement de comprendre la personne derrière, son comportement, et puis d'autres facteurs, pour être en mesure de fournir le meilleur accompagnement possible. Donc on utilise forcément la finance comportementale. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est la finance comportementale? Du coup, maintenant qu'on a creusé sur les sciences cognitives, en gros, comment ça dérive là-dedans? La finance comportementale, c'est une discipline, c'est un courant de la finance qui a émergé à partir des années, on va dire, 90. Et donc c'est un processus qui a mimé ce qu'on a vu en économie avec l'économie comportementale. Alors, économie comportementale. Économie comportementale. À la base, en économie, on a l'économie, ce qu'on appelle néoclassique, c'est-à-dire l'économie qu'on apprend à l'université, en gros, dans un cursus de licence. C'est l'école de Chicago, celle-là? Exactement, exactement. C'est une économie qui est axiomatisée, c'est-à-dire que les grands économistes des années 50-60, comme Samuelson, ils ont essayé de construire un édifice théorique en économie comme en physique, où tu pars d'un ensemble d'axiomes et tu peux construire un édifice théorique. Ils sont partis d'un ensemble de postulats qui permet de construire une théorie mathématisée, à la fois en micro et en macro. Et un de ces postulats, c'est un postulat sur les individus. Donc un postulat, c'est une vérité inébranlable. Ce qu'on considère comme vrai sans démonstration. Donc c'est quelque chose qu'on considère comme acquis, parce qu'on a besoin de partir d'un point de départ. Sinon, il y a un problème de régression à l'infini. Tu vois, tu le considères comme vrai. Si tu dois le démontrer, tu dois démontrer que ce sur quoi tu t'es basé, c'est vrai, etc. Donc, on pose une brique et on considère qu'elle est vraie. Il y a un consensus, ça s'appelle un axiome, un postulat. Et un des postulats en économie, c'est le postulat de la rationalité. C'est de dire qu'en fait, les agents économiques, c'est-à-dire nous, on fait des choix rationnels. Qu'est-ce que ça veut dire faire un choix rationnel? C'est-à-dire un choix qui maximise ce qu'on va appeler l'utilité. L'utilité, c'est notre bien-être, notre satisfaction, nos gains personnels. En gros, on fait ce qui est le mieux pour nous. Ou en gros, quand on fait un choix, on choisit on fait le choix optimal, ce qui est le mieux pour notre propre intérêt. Ça, c'est le postulat de la rationalité, et ça donne lieu
à une fiction qu'on appelle Homo economicus. L'homme économique. Voilà, et dans le langage courant, un Homo economicus, c'est un individu rationnel, calculateur. Qui est capable de prendre toutes les informations disponibles et de les analyser de la manière la plus perfectionnée possible pour prendre la meilleure décision possible. Prendre la meilleure décision possible, exactement. Et l'avantage quand tu fais ce postulat, c'est que ça te permet de construire tout un édifice théorique mathématisé, et donc une théorie macroéconomique qui est une belle construction théorique, hein, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité. C'est-à-dire que quand tu regardes le comportement des gens, leur comportement réel, c'est très facile de s'apercevoir qu'on n'est pas des Homo economicus. Donc, il y a une fameuse citation en science qui dit tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Eh ben, la théorie économique classique, il faut vraiment la voir comme ça. C'est-à-dire qu'elle te donne une bonne approximation, mais ça reste une approximation. C'est une approximation utile, parce que ça te permet de faire émerger des tendances et à un niveau macro, de faire émerger des choses qui sont plutôt correctes. En fait, de dire qu'on fait des choix qui sont rationnels, c'est pas faux, je veux dire, on fait pas n'importe quoi. Derrière un choix, il y a quand même une réflexion, une rationalité. Mais c'est une rationalité qui est limitée. Je vais donner un exemple. En économie, on utilise beaucoup de ce qu'on appelle des jeux économiques, qui sont des situations simplifiées pour essayer de capturer des aspects fondamentaux du comportement. Il y a un jeu qui s'appelle le jeu de l'ultimatum. C'est un jeu avec deux joueurs, un proposant et un répondant. On donne au proposant une somme d'argent. On va dire, on te donne 10 euros. Le proposant va faire une offre au répondant. C'est-à-dire, il va lui proposer une partie de ces 10 euros. D'accord. Par exemple, on te donne 10 euros et tu vas proposer un split, 7 pour toi, 3 pour lui. Et le répondant, il a deux possibilités. Soit il accepte cette offre, auquel cas l'argent est bien splitté dans ce sens, soit il refuse. Et s'il refuse, c'est 0 pour les deux. D'où le nom de jeu d'ultimatum. Et si les deux joueurs sont des Homo economicus, en fait, l'analyse économique, elle est très simple. Le répondant, qu'est-ce qu'il a intérêt à faire? Il a intérêt d'accepter toute offre qui est supérieure ou égale à 1. Bien sûr. Puisque ça va ça augmente sa richesse. Plus que ce qu'il a maintenant. Exactement. Le proposant sa chance là, il va proposer le plus petit montant supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire 1. Parce qu'il sait que le répondant va accepter. Donc, en économie, ce qu'on appelle l'équilibre de Nash qu'on devrait observer, la situation d'équilibre, c'est le proposant va proposer 1, le répondant va accepter. Maintenant, si tu fais vraiment passer ce jeu sur des vraies personnes, et ça a été fait des milliers de fois en jeu de laboratoire, en moyenne, le proposant offre 40% de la somme d'argent qu'il a à disposition. D'accord. C'est-à-dire que dans le cas du 10 euros, en moyenne, le proposant va offrir 4 euros et il va garder 6. Parce qu'il a envie quand même d'avoir plus que l'autre, mais juste ce qu'il faut pour ne pas froisser l'autre ou quelque chose comme ça. Exactement. Parce que chez des vrais êtres humains, il n'y a pas seulement le calcul financier qui intervient en compte, il y a des aspects d'équité, de fairness, tu vois, et d'une certaine façon, tu te dis, bon, si on me donne 10 et que je donne 1 et que moi je garde 9, tu te dis quelque part, c'est pas foncièrement juste. Puis, si les personnes sont en face, va y avoir le malaise, va y avoir la gêne. Exactement, et donc, tu vois, toutes ces situations montrent qu'il y a une vraie différence entre un Homo economicus qui est une fiction et puis les vraies personnes. Et ce qui sépare les deux, c'est que chez un être humain, il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a des valeurs. Et c'est ça qui fait spécifiquement un être humain. Et donc, pour répondre à ta question, l'économie comportementale, et ce sera la même chose en finance, c'est un courant en économie qui a émergé à partir des années 90 et qui consiste à prendre en compte tous ces aspects spécifiquement humains qui ont échappé à la théorie rationnelle, néoclassique en économie. C'est presque...
Enfin, dit comme ça, on aurait tendance à se dire, c'est évident en fait que c'est comme ça, c'est évident qu'il y a les émotions, on est des humains. Enfin, c'est presque dur de croire que pendant longtemps il y a eu un courant presque froid qui tenait absolument pas compte de ces facteurs-là. Hello, j'interromps cet épisode pour vous présenter l'entreprise qui est derrière la production de ce podcast. Je m'appelle Alexis Perrino et je suis le CEO de Jared, une startup qui développe un assistant d'aide à la gestion des finances personnelles. Gérer ses finances, c'est quelque chose d'universel. Pourtant, on est tous différents face à ce sujet-là, notamment parce qu'on n'a pas la même éducation financière ou pas les mêmes compétences. Et c'est pour ça qu'on a créé Jared. C'est un outil qui va interagir avec vous, apprendre à vous connaître et vous aider à identifier vos objectifs, vos besoins, vos faiblesses. On offre aux professionnels un nouveau moyen de vous partager leur contenu pour vous aider à progresser. Et cerise sur le gâteau, vous aurez même la possibilité de prendre contact avec eux si vous souhaitez être accompagné. Donc si le sujet vous intéresse, le lien est dans la description et moi, je retourne à l'épisode. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ces courants-là, qui sont assez récents, ont déjà commencé à infuser en fait dans la vie réelle? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des changements concrets qu'on a observés grâce justement à l'introduction de ces thèses-là auprès des institutions ou auprès des enseignements, des universités, des banques, je ne sais pas, enfin, en gros toutes les composantes de l'économie. Est-ce qu'il y a eu des évolutions notables? Ouais, tout à fait. Alors, cette évolution, elle est apparue avant tout dans le champ académique. Ça a été très long. Parce que y a une résistance, hein, et c'est toujours le cas, il y a une résistance au changement quand il y a l'évolution à l'intérieur d'une discipline académique, pour des raisons très humaines d'ailleurs, hein, de sociologique. Hein, les gens ont fait toute leur carrière en étudiant un paradigme, ils ne sont pas enclins à passer à un autre paradigme en plein milieu de leur carrière. Donc ça a été très long. Il y a eu la reconnaissance par des prix Nobel, ça c'était un facteur très important. Et puis aujourd'hui, c'est des disciplines qui sont enseignées dans tous les cursus, économie comportementale, finance comportementale. C'est vrai, c'est très vrai dans les pays anglo-saxons, mais c'est vrai aussi en France. Tu vois, par exemple, si tu suis un cursus d'économie sur le campus de Nancy, en master, voire même en licence, tu as un cours d'économie comportementale. C'est génial. Donc, et depuis déjà une dizaine d'années. Donc c'est quelque chose qui existe dans le champ académique. Et dans le champ plus professionnel, je te donne un exemple. La banque Barclays, par exemple, qui est une très grande banque, a 4 spécialistes de finance comportementale full-time chez eux. Et le rôle de ces spécialistes, c'est de transcrire en termes de produits financiers les connaissances en finance comportementale et de les adapter aux clients. Tu as un phénomène comme par exemple l'aversion à la perte. C'est quelque chose qui est démontré en finance comportementale et c'est un phénomène que tu peux prendre en compte dans le conseil, dans la relation client, pour optimiser le portefeuille de tes clients. C'est même sur ce point-là, alors non, c'est peut-être pas la version à la perte, c'est plutôt la version au risque. C'est particulièrement vrai pour ce sujet-là, parce que même d'un point de vue réglementaire, il y a eu des évolutions récentes qui imposent désormais à toutes les personnes, personnes morales, hein, donc les banques, les conseillers en investissement, et puis finalement tous ces acteurs qui interviennent sur des sujets d'argent pour les particuliers, ils leur imposent d'être capables de mesurer ça. Et c'est pour ça que maintenant on retrouve, par exemple à la banque, quand on veut ouvrir un PEA ou ce genre de choses, on a deux types de questionnaires. Le premier, c'est, je crois, la connaissance sur les sujets financiers. C'est ça. Et le deuxième, c'est la version au risque ou à la perte? La version au risque. Ouais. La version au risque. La version au risque, la première, c'est effectivement ce qu'on appelle la littératie financière. Ouais. En gros, l'ensemble des connaissances financières. Et puis, la version au risque, c'est effectivement la réglementation européenne MiFID, c'est son nom technique, et qui, comme tu l'as décrit, impose aux établissements banquiers d'avoir le profil de leurs clients pour pouvoir leur conseiller des produits financiers qui soient adaptés à leur profil. Ouais.
pour éviter que en fait, derrière, ça génère, justement, Exactement. pour éviter que ça génère du stress, de la douleur, etc. Et plein de Exactement. choses qui sont finalement pas du tout, Tout à fait. rationnelles, comme on disait avant. C'est ça. Et donc ça, on peut effectivement voir cette réglementation comme une conséquence de la prise en compte du comportement, de la psychologie dans la partie pratique de la finance. Il y a une composante de la finance comportementale sur laquelle je veux qu'on aille, c'est les biais cognitifs. Parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. Après, ça aussi, c'est un biais. J'ai l'impression qu'on en parle partout maintenant, à force d'être dedans. Mais en tout cas, c'est quand même un sujet qui revient de plus en plus. Beaucoup plus de gens sont familiers avec ça. Trop peu encore. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est qu'un biais cognitif? Ouais, un biais cognitif. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets. C'est une erreur de décision qu'on va faire dans certains contextes. Mais pour comprendre ce que c'est un biais cognitif, il faut comprendre une notion qui va de pair, qui est la notion d'heuristique. Une heuristique mentale, c'est une règle cognitive qu'on va utiliser pour nous faciliter la vie, entre guillemets. Tu as un Je exemple? te donne un exemple. Une heuristique qu'on utilise très souvent, d'ailleurs que ce soit dans notre vie quotidienne et dans notre vie professionnelle, c'est je vais prédire le futur à partir du passé. D'accord. Par exemple, je veux prédire, je suis parti en randonnée, j'ai pas de réseau, je suis un peu coupé du monde, j'ai besoin de prédire le temps qu'il va faire demain. Et comment je peux faire ça? En fait, très naturellement, on va se souvenir du temps qu'il a fait lors des 2 jours, 3 jours précédents, et on va se dire, en gros, on va faire une projection. Très simple, quoi. Mais quand on y réfléchit, on utilise ça spontanément, sans savoir qu'on l'utilise. Si par exemple, tu as rendez-vous avec un ami un soir à 19h, ton ami il est un peu de retard. Tu n'arrives pas à le joindre. Et en fait, tu vas essayer de prédire de est-ce qu'il va venir. Comment tu fais? Tu te rappelles les fois où tu as eu rendez-vous avec lui avant, est-ce qu'il était en retard ou non? Donc, spontanément, naturellement, c'est quelque chose qu'on fait très souvent, de prédire le futur à partir du passé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'implémentent aussi tous les algorithmes statistiques de prédiction de comportement du consommateur. En fait, tu regardes un historique de consommation, de choix, et tu fais une projection à partir de ça. Donc les heuristiques, c'est des moyens mentaux qui nous permettent assez rapidement d'avoir un résultat à une question qu'on se pose? Exactement. Ou il y a encore un autre exemple, tu vois, c'est même un dicton, quand on dit la première intuition est souvent la bonne. Voilà, ça c'est aussi un exemple d'heuristique. Et c'est une règle qui nous permet en fait, qui nous économise un effort mental qui serait coûteux en temps, en temps de cerveau disponible. Donc on se dit voilà, en fait, dès que j'ai tu veux t'acheter un nouveau vêtement, tu sais que tu n'as pas le temps de faire tous les magasins de la ville. Et ce que tu vas faire, c'est dès que le premier produit qui te convient, tu t'arrêtes sur celui-là. D'accord. Voilà, c'est des règles très concrètes de la vie quotidienne qui nous permettent de nous simplifier la vie, tout simplement. Ok. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, un biais cognitif, c'est simplement une heuristique, mais qui va s'avérer erronée dans un certain contexte. Donc en fait, un biais cognitif, c'est pas un biais cognitif en soi, c'est juste une règle qu'on utilise et qui devient inappropriée, non valide dans un certain contexte. Je te donne un exemple. Pour poursuivre sur l'heuristique de je prédis le futur à partir du passé. Ouais. Ça va marcher la plupart du temps dans la vie réelle, mais il y a certains contextes très précis où ça ne marche plus. Par exemple, les jeux de casino. Tu joues à la roulette dans un jeu de casino, tu peux prendre plusieurs types de paris. Tu peux par exemple parier sur la couleur de la case sur laquelle la bille s'arrête, le rouge ou noir. Ouais. Tu peux parier sur le numéro, pair, impair, etc. Et il y a un biais bien connu qui s'appelle l'erreur du joueur, Gambler's Fallacy. C'est, admettons, tu paries sur la couleur et le rouge est sorti 4 fois de suite. Il y a beaucoup de joueurs qui pensent que c'est plus probable que le noir sorte au lancer suivant. C'est une espèce d'élasticité où on se dit c'est trop aller d'un côté, ça va forcément revenir de l'autre. Exactement, tu penses qu'en fait, il y a un rééquilibrage, c'est ça. En psychologie, on appelle ça la croyance dans un monde juste. C'est qu'en fait, on pense que les choses le bien et le mal, le yin et le yang. Exactement. Et que tu penses qu'en fait, voilà, il y a une certaine espèce d'équilibre, en fait. Tu as une main visible qui équilibre un peu les choses. Et ça, pour le coup, c'est un biais. Parce que là, dans ce contexte précis de jeu de hasard, où les événements sont statistiquement indépendants,
Il n'y a pas... Le passé ne prédit plus le futur. Il n'y a absolument aucune raison qu'il y ait plus de chances que le noir que le rouge, puisque les lancers sont indépendants. Factuellement, il ne peut pas y avoir une incidence des événements passés sur ce qui va ressortir maintenant. Exactement. Tu sais que ça, j'en parlais à plusieurs personnes, et en fait, la réponse, c'est souvent oui, je comprends, mais non. Enfin, et en fait, il y a une résistance incroyable. Parce que c'est comme une illusion visuelle. On sait que c'est un biais, que c'est une illusion, mais on en est quand même victime. Et je te donne un autre bon exemple qui illustre la difficulté à s'en défaire. Le pendant de l'erreur du joueur, c'est la main chaude. Ça fait référence au basket. Au basket, un joueur qui a la main chaude, c'est un joueur qui enchaîne les paniers successivement. Et ça repose sur la même croyance que le passé prédit le futur. Si le joueur a réussi ses tirs précédents, je pense qu'il a plus de chances de réussir son tir actuel. Et c'est un biais. Il est en veine, c'est ça, enfin, tous ces trucs. Exactement, il a la main chaude, il est en réussite, etc. Et c'est de croire qu'il y a une série, en fait, une espèce de loi des séries. Donc la poisse, c'est pareil, en fait. Exactement. Et là où statistiquement, ça a été démontré que la main chaude, ça n'existe pas au basket, il y a une fameuse étude qui a été faite dans les années 80. Ils ont regardé ça, ils ont pris une saison de NBA, ils ont regardé la probabilité qu'un joueur réussisse son tir, sachant qu'il a réussi le tir précédent, les 2 tirs précédents, les 3 tirs précédents, etc. Et en fait, tu montres que la probabilité, c'est toujours la même. Tu vois le truc ? Bien sûr. Et donc, c'est indépendant de ton historique de réussite ou d'échec au tir précédent. En gros, c'est toujours aux alentours de 50%. Et là où c'est difficile de s'en défaire, c'est que si tu es sur le terrain et que tu as un de tes coéquipiers qui a réussi tous ses tirs, à qui tu fais la passe ? Et c'est là où c'est comme au casino, si tu dis oui, je sais que c'est un biais, mais en fait non, c'est quand même à lui que je fais la passe. Et c'est ça, c'est pour ça que les biais cognitifs, c'est un sujet important, c'est parce que c'est difficile de s'en défaire. En fait. Comment donc les biais cognitifs sont en fait les conséquences de l'inexactitude d'une heuristique dans un contexte donné. Alors moi, je ne sais plus où j'avais entendu cet exemple, et je le trouvais toujours assez rigolo, enfin c'est vulgarisé, mais grosso modo, quand tu es en train de marcher, tu réfléchis, ton cerveau n'est pas en train de calculer, je lève ma jambe, je la mets en avant, je la repose, etc. Tu es plutôt en train de faire des pas parce que globalement, tu sais que ce mouvement-là va être bon. Tu peux même le faire les yeux fermés. Mais si quand tu as les yeux fermés, eh ben en fait, je te mets une table basse devant toi, l'environnement a changé, donc les heuristiques sont inexactes, donc tu tombes. C'est exactement ça. Comment est-ce que alors je suppose, là tu en as détaillé 2 avec la main chaude et la loi l'erreur du joueur. On a parlé tout à l'heure de l'aversion au risque et de l'aversion à la perte, donc en fait on en a 4. Il n'y en a pas que 4. Enfin, est-ce qu'il y a une quantité infinie de biais ? Est-ce qu'il y en a une quantité limitée ? Comment est-ce qu'ils sont classifiés ? Comment est-ce qu'ils existent dans notre environnement ? Alors, depuis qu'il y a cet intérêt pour les biais cognitifs en recherche, il y en a beaucoup qui ont été documentés. D'accord. Il y a une figure d'ailleurs qui est bien connue, qui s'appelle le codex des biais cognitifs, qui est un visuel. C'est joli comme nom. C'est joli, c'est très parlant. Il y a un cerveau au milieu et puis tout autour, il y a tout un ensemble de biais. Et il y a beaucoup d'inventaires qui répertorient 150, 200 biais. Donc effectivement, il y en a beaucoup. Moi, mon analyse, c'est que certes, il y a beaucoup de biais, mais il faut toujours avoir à l'esprit que ce fameux principe de Pareto, il s'applique. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un petit nombre de biais qui expliquent beaucoup d'erreurs. Et 20% des biais sont responsables de 80% des conséquences. Exactement. D'accord. Okay. C'est ça. Et donc, c'est parce que tous les biais ne se valent pas en termes de conséquences sur les erreurs de décision et en termes de fréquence aussi, tout simplement. Si tu prends des biais, par exemple, comme le biais de confirmation, l'excès de confiance, ça, c'est des biais qui sont beaucoup plus fréquents, beaucoup plus généraux que des biais beaucoup plus spécifiques qu'on va retrouver uniquement dans certaines situations. Est-ce que pour toi, l'optimisme, c'est un biais ? C'est une très bonne question. L'excès de confiance, d'une façon générale, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure pour des heuristiques qui sont valides, bonnes dans certains contextes, moins bonnes dans d'autres. L'excès de confiance, l'excès d'optimisme, dans certains contextes, c'est une qualité.
D'accord. Si tu prends un sportif de haut niveau, tu es obligé d'avoir une certaine forme d'optimisme et d'excès de confiance. Oui. Et certes, tu t'auto-illusionnes quelque part, mais c'est quelque chose que tu es obligé de faire à ce niveau-là parce que tu es obligé de penser que tu vas performer et que tu vas être meilleur que ton adversaire. Si tu rentres sur le terrain et que tu es plein de doutes et que tu t'auto-convaincs pas toi-même que tu vas performer, t'entres pas dans les meilleures dispositions. Donc l'excès d'optimisme dans certains contextes, même pour un entrepreneur, quelqu'un qui recherche une réussite, tu es obligé d'une certaine façon de surestimer tes chances de réussir. Donc en fait, on ne peut que apprécier les biais au regard d'une situation donnée. Absolument. Parce que là, tu me parles de l'optimisme dans le cas d'un entrepreneur, je t'aurais répondu, oui, mais au casino, c'est peut-être pas génial comme comportement financier. Absolument. Tout dépend, c'est pour ça qu'un biais ne peut pas être considéré comme un biais en lui-même. C'est au regard de la situation dans laquelle tu te trouves. Parfois, il faut avoir une évaluation de soi-même qui est vraiment objective, avoir conscience de ses forces, de ses faiblesses. Et parfois, il faut oublier ses faiblesses et amplifier ses forces. C'est quoi pour toi le top 3 des biais dont on est victime? Tu dis qu'il y a un Pareto, si tu devais faire le Pareto des Pareto, donc les 20%, des 20% les plus impactants. Il y en a deux qui sont absolument inévitables, qui vont souvent de pair d'ailleurs, c'est le biais de confirmation et l'excès de confiance. Le biais de confirmation, c'est j'ai des croyances, je vais favoriser les informations qui confortent mes croyances plutôt que celles qui les contredisent. Et donc ça va induire tout un ensemble de biais dans le traitement de l'information et de biais de sélection des informations que je vais traiter. Donc ça, c'est un vrai sujet, on peut même dire que c'est un sujet sociétal, et à l'ère des fake news, etc. Carrément, ouais. Et puis l'autre biais qui est majeur, qui a un espèce de macro-biais, c'est ça, c'est l'excès de confiance, qui a des formes multiples, et qui peut nous amener, en finance comportementale, il y a un vrai rôle dans ce qu'on appelle la gestion active de produits financiers, voilà, la croyance qu'on peut back le marché typiquement, et qui va typiquement entraîner des comportements comme le fait d'être trop actif, de vouloir trop échanger parce qu'on pense qu'en fait on va pouvoir faire mieux que le marché. Ça a été documenté très tôt en finance comportementale. C'est un biais d'ailleurs qui est plus marqué chez les hommes que chez les femmes. D'accord. Ça a été très documenté aussi. Et voilà, donc ça c'est ce genre de biais. Puis il y en a d'autres. En finance comportementale, par exemple, il y a des biais qui sont majeurs, la comptabilité mentale. Oui, parce que tous les biais n'ont pas une conséquence. Enfin, tous les biais sont pas liés à la finance. Je veux dire, les biais, c'est quelque chose, on va dire, dans notre vie courante. Par contre, il y en a certains qui, sur les sujets financiers, peuvent intervenir. Et donc, en sujet financier, tu allais dire? Bien sûr, en sujet financier, alors, l'excès de confiance a été très documenté. Un biais qui est une conséquence de l'aversion à la perte, ce qu'on appelle le biais de disposition. J'ai un portefeuille d'actifs, de titres. Comme toujours, il y a des titres qui sont plutôt gagnants, des titres qui sont plutôt perdants. Je vais avoir tendance à revendre trop tôt les titres gagnants et à laisser courir les titres perdants. Parce que je veux matérialiser un gain. Ouais, pas vendu, pas perdu, c'est ça? Pas vendu, pas perdu, c'est exactement ça. C'est que la perte est latente tant qu'elle n'est pas réalisée. Et comme on a une aversion à la perte, c'est-à-dire qu'à montant égal, une perte nous impacte plus qu'un gain, on est réticent à matérialiser une perte. Ah mais c'est horrible parce que ça veut dire qu'en fait, non seulement on est affecté par des biais, mais en plus il y a des combinaisons de biais qui peuvent... c'est des boucles qui s'auto-alimentent derrière. Exactement, des biais qui engendrent des biais. Et pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure sur comment ça peut se matérialiser au niveau professionnel, sachant le profil d'aversion à la perte de ton client, tu peux mettre en place des systèmes de notification, d'alerte pour rendre ton client conscient qu'il y a potentiellement une situation qui implique d'être particulièrement attentif. Mais c'est un sujet qui est dingue parce que c'est une pelote. Quand tu commences à tirer, tu te rends compte que derrière, il y a tellement de choses qui suivent, tellement de choses qui sont... sur lesquels les biais vont avoir des incidences, etc. C'est énorme. Tu as
T'as des billets préférés, toi? Enfin, je veux dire, j'entends des billets soit qui te fascinent de par les conséquences qu'ils peuvent avoir ou le sujet, ou sur lesquels tu as vraiment aimé travailler. Tous les biais ils ont tous une histoire. Moi, il y a un biais que j'aime beaucoup, c'est la comptabilité mentale. Ok. C'est un des biais qui a été, en économie ce qu'on appelle une anomalie, hein. C'est-à-dire que c'est un homo economicus n'est pas censé avoir ce genre de comportement, mais chez des vrais gens, tu l'as. La comptabilité mentale, c'est le fait que on gère nos finances personnelles avec des petites cases mentales, avec des rubriques. Par exemple, on va avoir une rubrique loisirs, une rubrique pro, une rubrique Santé, épargne. Voilà, etc. Ouais, d'accord. exactement. Et en fait, la comptabilité mentale, ça se matérialise très simplement par le fait qu'on a une sorte de principe d'affectation des recettes D'accord. aux dépenses. Ça contrevient d'ailleurs au principe en finance publique hein, de non-affectation hein, des recettes aux dépenses. C'est un principe budgétaire en Ok. France, ce qui fait que voilà, des revenus qui viennent d'une taxe, des recettes fiscales, je sais pas, par exemple, tu augmentes la taxe carbone, tu as des revenus de cette taxe, tu peux pas les allouer spécifiquement à des projets environnementaux. Et ils viennent dans le pot Ils commun, viennent dans le pot commun. et ensuite du pot commun, on Exactement. décide. D'accord. Ok. Exactement. Et ben la comptabilité mentale, c'est que nous, cognitivement, on fait pas ça. C'est qu'on affecte les recettes aux dépenses. Un biais bien connu, c'est ce qu'on appelle le house money effect. Ouais, mais j'allais demander, j'allais dire, C'est ça. c'est corrélé au house money. Ouais. C'est ça. Et c'est le fait qu'au casino, eh ben, l'argent qu'on gagne au casino, on le rejoue au casino. C'est-à-dire qu'on fait correspondre la source du revenu à la dépense. Oui, tu viens avec 50 euros, t'en gagnes 30 ou 40. Tu En les fait, rejoues. tu vas reprendre tes 50 euros avec lesquels tu es venu, ou en tout cas, tu vas avoir un comportement différent avec tes gains, qui sont l'argent, c'est pas le tien, c'est celui du casino que tu viens de gagner, donc tu peux te permettre de ne pas avoir le même comportement que ton propre argent, c'est ça? Exactement. Alors qu'en Ouais. réalité, si tu jouais ton propre argent, l'argent est fongible, donc quelle que soit la source du revenu, c'est ton argent. Fongible, ça veut dire que globalement, une pièce de 1 euro est exactement la même chose qu'une autre pièce de 1 euro. Enfin, en gros, l'argent. Enfin, fongibilité, Bah, quand tu as le concept, c'est dur de le vulgariser. oui, c'est ça. En fait, la fongibilité de l'argent, c'est que l'argent n'a pas d'odeur au regard de la source duquel il provient. C'est-à-dire que, admettons, tu touches une prime inattendue, tel mois, versus tu gagnes à un jeu de hasard, Mhm. au loto, en fait, c'est de l'argent qui te revient. Alors que l'argent. Oui, alors, attends, c'est en anglais, l'argent qui est earn, donc c'est-à-dire qui est gagné par un effort, a plus de valeur Que de aux yeux de l'argent, quelqu'un que de exact. l'argent qui est win, c'est-à-dire gagné. Gagner de façon sans effort, quoi. Ouais, ouais. Exactement. D'accord, ouais. Mais cognitivement, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est qu'on a tendance à vouloir affecter, à voir qu'il y a une correspondance entre la source du revenu, la source de l'argent et le poste de dépense. Mais c'est pas une bonne. Alors, est-ce que c'est pareil ou différent? Mais pour moi, il me semblait que c'était une bonne pratique de raisonner par enveloppe quand on gère son budget. D'avoir en fait un petit peu comme si on avait des tirelires physiques différentes et se dire, OK, ce mois-ci, je décide d'avoir seulement 200 euros en loisirs et je m'y tiens, peu importe le montant total que je gagne, je déclare 200 euros en loisirs, 300 sur la nourriture, X là-dessus et j'essaie de me tenir pour chaque budget. Donc c'est plutôt une bonne ou plutôt une mauvaise pratique? Ça, c'est une bonne pratique dans le sens où tu détermines des montants, des ordres de grandeur pour des postes de dépenses Ouais. précis. Et en gros, la vertu de ça, c'est que tu plafonnes en fait tes différents postes de dépenses, notamment le poste de dépenses loisirs sur lequel on peut avoir tendance à déborder. Mais l'aspect d'irrationalité, je te donne un exemple, d'ailleurs c'est une des études qui a permis de mettre en évidence ce biais. Tu prends une situation. Imagine, tu as acheté un ticket pour aller voir un concert. Oui. Tu as acheté ce ticket, on va dire 10 euros, tu l'as acheté en ligne. Tu arrives le soir du concert, tu te rends compte que tu as perdu ton ticket. La question qu'on posait aux participants, c'est dans quelle mesure vous êtes enclin à racheter un ticket au guichet. Ça, c'est la première situation. Oui. La deuxième situation, c'est tu n'as pas acheté de ticket en ligne, tu arrives directement le soir du concert, tu achètes ton ticket au guichet.
En ouvrant ton portefeuille, tu te rends compte que tu as perdu un billet de 10 euros. Et là, on pose la question, est-ce que vous êtes quand même enclin à acheter un ticket? Et bien, là, ce qu'a montré l'expérience, c'est que les gens sont beaucoup plus enclins à acheter un ticket dans la deuxième situation que dans la première. Parce que dans la première situation, les gens ont leur case mentale loisir, concert, et se disent en fait, bah, j'ai déjà pris 10 euros sur cette case, et je ne veux pas reprendre 10 euros. Ils ont acté une dépense. Ils ont acté une dépense. Alors que les 10 euros que tu as perdus dans ton portefeuille, ce sont 10 euros sur ton budget général. D'accord. Donc, la case loisir, elle n'a pas encaissé une perte de 10 euros. Donc, tu te dis, ouais, je peux taper dans mon case loisir. Et c'est là le côté irrationnel de la comptabilité mentale. Ouais. Donc, dans ton quotidien, en fait, sans s'en rendre compte, il y a plein d'irrationalités, comme ça, de biais, qui font qu'on a une gestion un peu sous-optimale de nos finances personnelles. Moi, mon biais préféré, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, celui qui m'a toujours fasciné, et en fait, quand j'ai appris son existence et les exemples, etc., a vraiment changé mon comportement. On parlera après un peu des biaisages ou des équivalents qu'il pourrait y avoir, mais c'est Weber-Fechner, avec la différence juste perceptible. Le fait de se dire que si demain je dois acheter dans un magasin une enceinte Bluetooth à 100 euros et que en fait je suis dans ce magasin-là, on m'envoie un message et on me dit dans l'autre magasin elle est à moins 50%, et ben je vais poser l'enceinte et je vais aller dans l'autre magasin l'acheter parce que 50% d'économie quand même, c'est pas rien, j'économise 50 euros. Alors que l'année suivante, je dois acheter une nouvelle télé, j'en trouve une dans le même magasin à 1500 euros. On m'envoie un message, on me dit dans l'autre magasin, elle est à 1450 euros. Je ne vais pas faire le déplacement pour 50 balles. Et en fait, c'est les ordres de grandeur. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une différence juste perceptible. Ouais. Et que tu as certaines différences, parce qu'on va percevoir une différence qui va être perceptible. En fait, elle dépend du montant global, elle est rapportée en fait au montant d'objets en question. Et ça a des conséquences multiples. Et ce qui est fascinant avec la loi de Weber-Fechner, c'est que c'est une loi qui a été découverte à la fin du 19e siècle. C'est vieux en fait. Voilà, et d'où le nom de Weber-Fechner, c'est les deux chercheurs en fait qui l'ont mis en évidence. Et c'est ce qu'on a appelé à l'époque la psychophysique. Parce que les gens cherchaient, comme en physique, à découvrir des lois psychologiques. Et pour eux, c'était une des premières lois qu'ils ont découvertes. Et alors, il y a plein de formulations, de déclinaison de cette loi, mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est que, tu vois, par exemple, tu as un sac à dos vide, tu mets un livre dedans, tu vas sentir la différence entre vide versus... avec un livre dedans. Mais si ton sac à dos, tu pars en voyage, il est déjà blindé, tu mets un livre dedans, tu remarques pas la différence. Tu vois pas la différence. C'est ça ce qu'on appelle la notion de différence juste perceptible. Et ça a des applications comme celles que tu viens de donner et qui sont c'est fatal parce qu'en fait, si tu ramènes ça à ta gestion budgétaire, ça veut dire que tu vas faire parfois des efforts, conséquents ou non, considérables ou pas, mais bref, tu vas faire des efforts pour économiser 10 euros sur 50 euros. Et en fait, 2 jours après, tu ne vas pas être à 20 euros près sur un achat conséquent. Donc en fait, non seulement tu effaces déjà ton effort, et en plus tu as une perte supplémentaire parce que ta négligence est plus élevée que ce que tu as récupéré avec ton effort 2 jours avant. Exactement, parce que ce que tu n'auras pas perçu comme une différence, en l'occurrence les 20 euros, en réalité, c'est comme tu dis, c'est plus élevé que ce que tu as perçu comme une différence. C'est ça, donc en fait, c'est complètement irrationnel en fait. C'est complètement irrationnel parce que du coup, dans ces finances personnelles, ce qu'il faut considérer, c'est justement pas c'est des montants absolus et c'est pas des montants relatifs. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Et là-dedans, en fait, dans tout cet environnement de biais cognitifs, a découlé les nudges. Tu peux dire un mot sur les nudges ? Les nudges, ouais, alors c'est un très grand succès aussi. On descend petit à petit donc c'est bien, on y va en entonnoir, mais voilà, les nudges maintenant, c'est... Les nudges, c'est venu quelques années après les biais cognitifs. Alors c'est le fameux Richard Thaler qui est co-auteur du livre. Le livre est sorti aux États-Unis en 2008. C'était un best-seller, ils en ont vendu des millions, traduit dans de nombreuses langues. Et puis surtout, ce que ça a eu comme impact, ça a eu un impact sur les politiques publiques notamment.
D'accord. pour influencer les comportements des citoyens. Et donc le nudge, en fait, c'est de l'influence douce. C'est un coup de pouce. Il n'y a pas de traduction d'ailleurs, il n'y a pas un mot en français qui traduit littéralement le terme nudge. Et c'est un coup de pouce pour orienter un comportement dans un certain sens. Donc il y a plein d'exemples célèbres de nudge. Un des nudges les plus parlants, c'est ce qu'on appelle le choix par défaut. Donc dans une situation de choix, imagine, tu as deux alternatives et tu dois en choisir une. Il y a quelque chose qui peut paraître anodin, mais qui en réalité va largement influencer les choix, c'est le fait de pré-choisir une des deux options. Tu vois, donc par exemple, il y a un exemple très connu de ça, c'est le don d'organes. Il y a une étude qui a été publiée dans Science en 2003 qui a révélé quelque chose que beaucoup de gens ignoraient, c'est pour ça que ça a eu beaucoup d'impact. Tu regardes dans différents pays de l'Union européenne le pourcentage de la population qui ont consenti au don d'organes. Tu prends deux pays voisins comme la France et l'Allemagne. En France, c'est quasiment 100%. En Allemagne, c'est 12%. Et c'est la même chose si tu compares, par exemple, Norvège et Suède. Et bien, ce qui explique cette différence drastique, en fait, c'est l'option par défaut telle que la loi le dispose. En France, d'ailleurs, c'est intéressant parce que beaucoup de gens l'ignorent, mais en France, on est donneur par défaut. C'est la loi qui le dispose. C'est la case en fait cochée, du coup, qui est déjà pré-cochée. Exactement, en fait, exactement. C'est que par défaut, on est donneur. Et si on ne veut pas être donneur, il faut s'inscrire dans un registre qui s'appelle le registre national des refus. C'est le qui ne dit mot consent en fait. Exactement. D'accord. Exactement, c'est ça. Et en Allemagne, c'est l'inverse. C'est les citoyens allemands par défaut ne sont pas donneurs. Et s'ils veulent être donneurs, ils doivent faire la démarche d'être donneurs. Et le simple fait de paramétrer quel est le choix par défaut fait qu'en Allemagne, c'est 12%, en France, c'est 99%. En fait, c'est parce qu'il y a une espèce de... Alors, est-ce que c'est dû à la méconnaissance de la règle ou c'est dû à l'inertie du changement, l'effort qu'on doit faire pour changer? C'est dû aux deux. Alors, dans le cas du don d'organes, c'est dû à la fois au fait que beaucoup de gens l'ignorent, tout simplement. D'accord, ouais. Et c'est dû aussi à de l'inertie. Je te donne un autre exemple où là, c'est entièrement dû à de l'inertie. Richard Thaler, avec un collègue, dans les années 2010, ils ont mis en place un programme d'épargne retraite pour inciter les salariés américains à épargner davantage pour leur retraite. Parce qu'aux États-Unis, ils ont un système de retraite par capitalisation et pas un système par répartition comme nous. C'est-à-dire que c'est un système basé sur la responsabilité individuelle, comme dans les systèmes libéraux, où c'est le salarié qui va prélever une part de son salaire qui va aller à son épargne. Et aux États-Unis, il y avait un vrai problème de manque d'épargne, en fait. C'est-à-dire que les salariés n'épargnaient pas suffisamment pour leur retraite. Et les plans existants, donc qui sont souvent des plans de type 401K, ça requiert du salarié américain de souscrire, de faire la démarche de souscrire à un plan d'épargne retraite. D'accord. Et c'est quelque chose qui, pour beaucoup de salariés, c'est compliqué parce qu'il faut choisir un portefeuille d'investissement, un taux d'épargne. Bref, c'est compliqué. Et dès qu'il y a du choix, de toute façon, c'est compliqué. Exactement. Et le programme que Richard Thaler a mis en place, c'est deux nudges. Le premier, c'est de changer le choix par défaut. C'est-à-dire que par défaut, le salarié américain, il souscrit au programme d'épargne, et c'est-à-dire qu'il y a automatiquement un taux d'épargne qui va, donc un pourcentage de son salaire qui est constitué pour son épargne. Okay. Et ça, c'est par défaut. Mais il y a une liberté de choix, c'est-à-dire que le salarié peut faire le choix de se désinscrire de ce programme. Oui, l'autre sens en fait. Dans l'autre sens, voilà, c'est que tu as inversé. Et le deuxième nudge, c'est que le taux d'épargne va augmenter progressivement. Et le nudge, c'est de le faire coïncider avec les augmentations de salaire. Et ce que ça permet d'éviter, c'est l'aversion à la perte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de revenus disponibles. Oui, tout à fait. Okay. Et quand ils ont regardé l'efficacité de ce programme par rapport au dispositif classique, c'est soit je me débrouille tout seul, soit je suis les conseils d'un conseiller financier. Ouais. Eh bien, après la 4e augmentation de salaire, les salariés qui avaient souscrit à ce programme étaient ceux qui épargnaient beaucoup plus que les salariés des autres, Mais des autres conditions. Qu'est-ce que ça comme... Du coup, quel est le rapport
concret qu'il va y avoir entre le nudge qui est finalement, en tout cas là dans les exemples donnés, un choix par défaut appliqué, et les biais cognitifs qu'on évoquait avant. Donc en fait les erreurs qu'on va commettre sans s'en rendre compte, ou les décisions qu'on va prendre de manière un peu irrationnelle. Et ben, les nudges exploitent des biais cognitifs et les retournent pour le bien, pour l'intérêt de la personne. Tu vois, typiquement, on a tendance à procrastiner, à être victime de biais d'inertie. Donc la procrastination, c'est un biais cognitif? Ou ça peut être une conséquence de L'inertie, tu vois, le fait de s'en D'accord. tenir à ce qui existe et de ne pas passer à l'action. Et bah, du coup, si tu joues là-dessus, le fait d'inverser le choix par défaut, et que du coup, bah, tu joues sur le fait que les gens vont rester avec le choix par défaut, Ah, donc, et tu l'utilises, mais cette fois-ci dans leur intérêt. donc en fait, le nudge, c'est pas forcément le fait de provoquer un biais cognitif, c'est plutôt en fait, d'en exploiter le résultat, le résultat du biais cognitif dans l'intérêt de la personne. Dans l'intérêt de la personne, exactement. D'accord. Et c'est ça la force, c'est que comme les biais, comme on disait tout à l'heure, c'est difficile de s'en défaire, eh bien tu joues là-dessus pour orienter le comportement dans un certain sens. Mais par contre, tu disais tout à l'heure, juste avant, tu dis un nudge, c'est l'exploitation d'un biais cognitif pour le bien d'une personne. Donc, ça veut dire qu'un nudge, c'est toujours positif? Enfin, ça veut dire qu'un nudge est mis en place uniquement pour a better good? Non, bah non, forcément, parce que le nudge, c'est une technique d'influence de comportement qui est pas corrélée à la fin l'objectif que tu poursuis. Donc, c'est pas ça peut être un croche-pied plutôt qu'un coup de pouce, quoi. C'est exactement, et c'est ce qu'on appelle dans ce cas-là, c'est ce que Thaler appelle du sludge. C'est-à-dire, c'est que tu nudges, mais pas pour des bonnes raisons. Ou alors pour l'intérêt de quelqu'un d'autre, quoi, pas pour le tien. Exactement, exactement. Et Thaler, il raconte ça, hein, que quand il dédicace un exemplaire de son bouquin Nudge, il signe toujours Nudge for Good. Parce que tu peux nudger pas for good. Alors juste, moi, les exemples de nudge, parce que là, on a parlé de choix par défaut, pour en donner quelques autres, pour que les personnes qui écoutent ou qui regardent puissent apprendre à les reconnaître. Moi, j'ai en tête, alors ce qui me revient là de mémoire, il y a les petits bonhommes qu'on met au bord de la route pour inciter les gens à lever le pied. Ouais. C'est ton choix en fait, hein, de lever le pied, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un panneau de limitation, on place juste quelque chose au bord de la route et en fait ton cerveau va se dire ouais, bah, en fait c'est un effet psychologique qui va te faire, donc c'est un coup de pouce pour te faire garder des points ou pas renverser quelqu'un. Moi je vois celui qui me revient toujours parce qu'il y en a un qui est près de la porte d'entrée de nos locaux, c'est pour les fumeurs, le fait de pouvoir mettre le mégot. Oui. Pour voter, en fait, est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation? Oui, non, et en fait, tu mets ton mégot, bah, en fait, peu importe ce que tu réponds, tu ne l'as pas jeté par terre. Il y avait qui est le meilleur joueur du monde, Ronaldo, Messi. Des trucs, il y en a beaucoup dans la ville. Ouais, là, j'ai ces deux-là qui me reviennent. T'en as d'autres? Ouais, il y en a plein, hein, des nudges. Tu as les nudges qui jouent sur les normes sociales. Ça, c'est un très très gros levier. Et les normes sociales, c'est le fait de... Alors, c'est pareil, c'est exploite une tendance psychologique. Et c'est le fait qu'on a tendance à regarder ce que font les autres et à reproduire ce que font les autres. C'est ce qu'on appelle les comportements moutonniers. Oui, d'accord. Et ça, c'est un facteur très puissant d'influence des comportements. En finance, les bulles spéculatives, par exemple. C'est des mécanismes qui reposent beaucoup là-dessus, c'est très documenté. Et il y a un fameux nudge qui a été utilisé pour ça, pour inciter les ménages à consommer moins d'énergie. C'est que d'ailleurs c'est déployé maintenant aussi en France, c'est que tu envoies au foyer un rapport personnalisé de consommation d'énergie. Et tu leur indiques en fait où ils se situent par rapport aux 100 foyers voisins similaires en termes de surface, etc. Et les faire chercher, c'est que si toi tu vois que tu es au-dessus des autres, c'est que tu vas te ramener en fait à la moyenne. Ah ouais, mais après c'est de la... J'ai pas le mot qui me vient, mais c'est de la victimisation, quoi. C'est abattre dans les plus mauvais, donc... Ouais. Alors, c'est pas du name and shame, parce que là, ça reste... C'est pas public. Mais quand même, tu joues sur... sur le fait que les gens vont culpabiliser et qu'ils vont... C'est ça que je cherchais, ouais. Voilà, et qu'ils vont... mais surtout aussi le fait qu'ils vont se dire, bon, la moyenne, c'est ça, il faut que je revienne dans la... Par contre, il y a, tu vois, cet exemple-là, et en fait, le parallèle me vient à l'instant en tête, et j'ai jamais fait le rapprochement. Il y a quand même
enfin, il peut y avoir des mauvais cas d'application. Tu vois, ça me fait penser, par exemple, les classements que fait Spotify, tu vois, sur le temps d'écoute, sur ces choses-là. Bon, ça, c'est neutre. C'est-à-dire que bon, les gens, ils ont envie de le partager, bref. Mais par contre, tu vois, il y a une banque anglaise, alors, je ne sais plus laquelle, une néobanque, qui avait sorti, en fait, en gros, qui t'envoyait ce rapport personnalisé là, et qui disait, tu fais partie des plus gros dépenseurs sur tel poste de dépense, ou tu fais partie de ceux qui dépensent le plus sur X sujet. Ils se sont pris un retour de fouet monumental, parce qu'en fait, les gens n'aiment pas du tout, tu vois, avoir ça. Enfin, en gros, là, c'est clairement, c'est pas de la culpabilisation, mais ils n'aiment pas qu'on leur souligne leur mauvais comportement, tu vois. Donc c'est assez drôle, en fait, on dirait qu'il faut y aller comme sur des œufs, parce que selon le sujet, ça pourrait avoir l'effet presque inverse. L'effet inverse, et puis tout dépend de comment tu fais sentir à la personne son positionnement par rapport à la moyenne. Si effectivement il y a un espèce de jugement, oui, tu vois. Ouais, alors vrai. Que si tu donnes juste l'information, tu espères juste susciter une prise de conscience sans forcément poser un jugement. Là, c'est intéressant. Du coup, ça vaut le coup d'apprendre à... En fait, moi, je pense que ça vaut le coup d'apprendre au moins à connaître les biais cognitifs, parce que ne serait-ce que le fait de les connaître, c'est de la culture générale, mais en plus, ça peut t'aider à déceler des situations où tu pourrais être victime. En fait, je me dirais la même chose des nudges, en fait. C'est intéressant de se former aux nudges parce que, alors, même s'ils sont là pour inconsciemment nous aider à aller dans la bonne direction, c'est quand même toujours ça de prix de savoir reconnaître les situations, parce que ça pourrait permettre aussi de déceler des sludges. Exactement, c'est-à-dire que tu peux toi-même soit en mettre en œuvre pour toi, et en même temps, tu peux apprendre à reconnaître et à déceler là où il y a un nudge qui est mis en place. Et Une tirelire, c'est un nudge en fait. Enfin, en gros, le fait de se mettre une tirelire où on va avoir, en la voyant, envie de mettre une pièce dedans pour épargner, finalement, c'est basique, mais ça peut être considéré comme un nudge. C'est un nudge, tu peux t'auto-nudger. Tu peux t'auto-nudger, hein. Par exemple, le fait ils ont mis en place beaucoup ça dans des épiceries au Royaume-Uni. Au lieu d'aller, bon, comme d'habitude, tu vas au supermarché, tu fais tes courses, en fait, tu fais une précommande de courses, et ça évite ces problèmes de self-control, c'est-à-dire que, bon, entre ce que tu as prévu d'acheter, et puis quand tu te retrouves dans le supermarché, et que tu passes devant les sucreries, etc., que tu n'avais pas prévu d'acheter, mais tu cèdes à la tentation, et tu les achètes, le fait de précommander, tu te protèges de ces tendances, et tu te fais livrer. Exactement. Bah, en fait, c'est exactement ce que moi, c'est ma vision. C'est comme ça qu'on fonctionne quand il s'agit de faire les courses. En fait, alors soit on prend au drive, soit on fait livrer. La livraison, elle coûte parce qu'en fait, comme on n'habite pas forcément à proximité, etc. Bon, bah, les frais sont un peu plus élevés. Mettons que ça coûte, je sais pas, 5 €. Alors 5 € de livraison, ça peut sembler beaucoup, mais moi, me connaissant, je suis certain qu'en fait, ça vaut largement, parce que quand je me balade dans un supermarché, le nombre de trucs qui m'arrive d'acheter parfois, pensant que j'en ai besoin, c'est même pas « ah, j'en ai pas besoin », c'est « ah, mais en fait, au cas où, ah, ça, j'en ai plus », alors qu'en fait, si, il m'en restait, etc. Et puis la disposition des supermarchés qui sont faits pour, de toute façon, te pousser à l'achat, je pense que tu dépasses en fait les 5 € en question. Exactement. Et ça me fait justement, ça me fait la bonne transition avec les sludges. Donc en fait, moi en fait, quand tu me dis nudge contre ta volonté, pas pour ton bien, et ben pour moi c'est en gros égal, tu vois, au marketing un peu bourrin qu'on va retrouver dans le commerce, etc. Tu as des exemples de sludge courants qu'on peut apprendre à détecter, ou enfin même qui sont comme le nez au milieu de la figure mais qu'on ne mesure pas? C'est toutes les procédures qui vont être mises en place par des entreprises pour décourager un certain comportement. Je te donne un exemple. Tu t'abonnes à une revue en ligne, tu veux te désabonner, et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais il y a des fois c'est l'enfer. T'abonner, c'est un clic, et te désabonner, il faut que tu contactes par courrier une autre boîte qui n'a même pas le même nom. Exactement. Alors moi je ne citerai pas la revue pour laquelle c'était un grand quotidien français, pour laquelle c'était la revue, mais c'était il y a quelques années, mais ça avait été un enfer pour se désabonner. Et ça c'est du sludge. C'est toutes les frictions que tu mets en place
pour décourager un comportement. Et si c'est pour inciter un comportement, mais par exemple à pousser à la dépense, c'est aussi du sludge? Ouais, ça peut être considéré du sludge. Alors là, certains pourront discuter parce qu'on pourrait dire oui, mais bon, de toute façon, une entreprise a un objectif de rentabilité. Donc, si on Ouais, essaie ok. si on essaie Ouais. tu vois, tout dépend du point de vue de quel tu te places. Si, in fine, essayer Celui qui perd de l'argent. Voilà, bon, alors si tu te places du point de vue, effectivement, de celui qui perd de l'argent, c'est un sludge. Ouais. Mais voilà, au final, c'est le jeu économique d'inciter le consommateur En à fait, consommer. on dirait presque que la différence du sludge, je sais pas, est-ce que ça t'incite à épargner ou pas, c'est plutôt est-ce que si ça te pousse à la dépense, est-ce que c'est éthique ou non en fait. On dirait presque que la différence, elle se joue sur un point de vue un peu moral en fait. Exactement, est-ce que le moyen que tu utilises d'influencer le comportement, Hmm. comment tu le mets en perspective par rapport à la fin que tu poursuis, à Enfin, l'objectif que tu poursuis? il y avait, qui c'est qui avait fait ce test-là? Enfin, je crois que c'était peut-être genre je sais plus si c'est Le Parisien ou un autre média. Je me rappelle avoir vu une vidéo où en fait ils sont allés avec des lunettes qui traquent ton regard et ils sont allés dans un rayon de course et en fait ils se rendent compte que la disposition des articles dans un rayon en fait est fait pour aligner les articles les plus chers avec l'endroit où se posent tes yeux en majorité. Donc tu as une carte de zone chaude et de zone froide. Donc en gros, en bas, c'est là où tes yeux vont le moins se poser. Et puis en plus, tu as le fait de se baisser, l'inconfort, etc. Et c'est pour ça que c'est à cet endroit-là qu'il y a les articles les moins chers, qui ne sont pas forcément les moins bonne qualité. Et là où tu as les articles les plus chers, en général, c'est à hauteur de tes yeux. Et puis dans certains, enfin, il y a un vrai cheminement. Et je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a une période où en fait, c'est pour les fournisseurs, donc pour ceux qui ont des produits à vendre, et ben en fait, la place se paye en fait en fonction de l'endroit où tu veux qu'elle soit placée. Ouais, exactement. Et ça c'est du nudge, hein. Le fait de mettre à hauteur de vue Ouais. des produits dans les supermarchés, tu sais que c'est certaines marques hein, d'ailleurs qui sont dans les Oui, rayons, toujours, qui bah sont, ouais, bien voilà, sûr. Ouais, c'est ouais. le même principe. Et ça me fait penser à parce qu'on pourrait, un autre exemple de sludge qu'on pourrait considérer, puisqu'on parlait de revues tout à l'heure. La revue The Economist avait utilisé un- un biais cognitif hein, très connu en marketing. Tu fais deux offres d'abonnement à tes lecteurs. Tu as une version web Ouais, et une version web plus papier. ok. La version web plus papier est évidemment beaucoup plus chère que la version Mhm. web seulement. Il y a un effet qui est très connu en marketing, c'est que quand tu rajoutes une troisième option, ça s'appelle l'effet leurre, le decoy effect. Ok. Tu rajoutes un leurre de façon à biaiser le choix. Et la troisième option qui avait été ajoutée, c'était la version papier seulement, qui était au même prix que l'option papier et web. Donc tu en as plus pour ton argent. Exactement, et les gens se disent, bah en fait, autant aller sur la version web et papier, parce qu'elle est au même prix que la version papier. Donc tu revalorises l'option. Et ils l'ont fait réellement. Et Incroyable. pour inciter les lecteurs à choisir la version papier et web. Donc après, il y a peut-être aussi tous les mécanismes de vente en fait qui exploitent peut-être un peu les nudges, ou au moins en tout cas les biais cognitifs, hein. Par exemple, le fait qu'il y ait une première démarque, puis une deuxième démarque, puis une troisième démarque, et puis parfois même une démarque finale, tu sais, les soldes et compagnie. Alors là, on est en plein de toute façon dans l'irrationalité et puis dans le comportement financier irrationnel finalement. Complètement. Et puis, si on faisait l'inventaire, en fait, dans ces périodes critiques où on sait qu'on va avoir une espèce de pic d'irrationalité, une espèce d'exubérance irrationnelle, hein, comme dirait Schiller, et en fait, ce serait intéressant sociologiquement de mettre en perspective tous les biais qu'on pourrait retrouver dans ces périodes critiques de comportement financier. Est-ce qu'il y a un moyen de se débiaiser? Est-ce que c'est quelque chose de possible déjà? Et si c'est possible, comment on peut faire? Ou si ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'on peut au moins faire justement pour justement travailler, pour que chaque personne puisse travailler sur, justement sur les biais auxquels par lesquels ils sont affectés? C'est un sujet qui est très important et en même temps très difficile parce que autant les biais cognitifs, on peut facilement s'y sensibiliser, en avoir conscience, mais s'en défaire, c'est quelque chose de dur. C'est comme les exemples qu'on citait tout à l'heure sur la main chaude, l'erreur du joueur. On sait que
que c'est pas vrai, on sait que c'est une illusion, Mais mais on en est quand même victime. Et ça demande un effort cognitif de se débiaiser. Il y a une technique de débiaising qui est bien connue, c'est ce qu'on appelle la technique de considérer des alternatives, consider the opposite. Et c'est un peu une pensée, ce qu'on appelle la pensée contrefactuelle. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, dans l'exemple que tu disais tout à l'heure des 5 euros quand tu te fais livrer, tu dis, oui, en fait, il y a une dépense en plus. Oui, mais compare avec le contrefactuel. ramener à... Oui, c'est Voilà, ça. Ouais. et le contrefactuel, c'est tu vas au supermarché, et là, voilà, tu dépenserais plus que ce surplus, en fait. Donc, il faut se forcer, en fait, à faire cette pensée contrefactuelle. C'est très difficile parce que ça demande un effort et qu'on n'est pas enclin dans notre temps de cerveau disponible à faire cet effort. D'accord. Tu vois, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure avec The Economist et les différentes possibilités d'abonnement, quand tu as version web plus papier et version papier seulement, en fait, il faudrait se forcer à faire l'effort de dire, oui, mais qu'est-ce que je choisirais s'il n'y avait pas la version papier seulement? Tu vois, à considérer une situation contrefactuelle et à se demander qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là. Ou alors, si c'est un choix par défaut, se demander, là, le choix par défaut, c'est ça. Qu'est-ce que je ferais si le choix par défaut, c'était l'autre? Donc finalement, les deux choses à faire, les plus simples en tout cas, et ce sera déjà énorme parce que ça permettra de voir les choses sous une autre perspective, c'est se documenter. Donc en fait, apprendre déjà ce qui existe comme biais, regarder un petit peu des cas d'application, ou enfin des exemples concrets. Et en fait, une fois qu'on arrive un peu à les identifier, essayer de faire le raisonnement par le contraire, essayer de se mettre justement dans la situation inverse. Exactement, une situation contrefactuelle. Se dire, voilà, qu'est-ce qui se passerait dans une situation où ce ne serait pas ça? C'est intéressant. Et ça amène en fait à avoir une perspective différente. Et c'est vrai, et ça permet de débiaiser le biais de confirmation, le biais d'excès de confiance, tous les principaux biais. Tu vois, le biais de confirmation, par exemple, typiquement, le juge, il doit déterminer si l'accusé est coupable ou innocent. On a tous une hypothèse intuitive de se dire, moi je pense qu'il est plutôt coupable. Et ben, tu considères l'opposé, en fait. Tu te dis, en fait, et s'il était coupable? Et là, tu regardes les faits au regard de cette hypothèse-là. Et souvent, tu vois que tu adoptes un regard différent. Et ça peut t'amener à réviser ton hypothèse de départ. Et tu as des recommandations pour justement où avoir de la bonne information vulgarisée pour apprendre justement à reconnaître les biais? Alors, déjà, toi, tu as écrit un livre sur le sujet. Ouais, plusieurs, non? Même plusieurs. J'ai écrit 2 livres. Ouais. Il y a le premier qui s'appelle L'erreur est humaine. C'était publié aux éditions du CNRS 2018 et puis ça a été réédité en poche en 2021. Et puis il y a un autre livre en 2021 aussi qui s'appelle Stop aux erreurs de décision. Et les 2 livres ont vocation à vulgariser et donner des exemples de biais cognitifs. Donc si tu googles biais cognitifs, y a beaucoup de choses qui vont sortir, évidemment de qualité inégale. Mais c'est une première démarche de se documenter, comme tu disais, de se renseigner sur les biais et d'apprendre à les reconnaître dans diverses situations de la vie quotidienne, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'ils se retrouvent dans la vie quotidienne. Celui que je rajoute, parce que c'est un des meilleurs pour moi, en tout cas la façon dont il est écrit est intéressante, parce que ça, en même temps c'est sa biographie, c'est Misbehaving de Richard Thaler. Il a Misbehaving en français aussi? Dans la version française, ça s'appelle Misbehaving, mais ils ont mis un sous-titre pour que les gens comprennent un peu. Ouais, je crois que c'est les dessous de l'économie comportementale ou quelque chose comme ça. Et celui-là est pas mal aussi parce qu'en même temps, il y a ces réflexions tout au début. En gros, il se rend compte, et ça me marque toujours, c'est Lee ne veut pas s'acheter un nouveau pull parce qu'il est trop cher. Il a un compte en commun avec sa femme lui achète le pull pour son anniversaire, Lee est content. Et en fait, c'est explicite. C'est ça. C'est à nouveau ça nous permet de boucler la boucle, c'est que c'est ce qui nous sépare d'un Homo economicus. Ouais, c'est super. Vincent, où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre je suis présent sur les principaux réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter. Et puis, j'essaye de poster régulièrement sur ces sujets de sciences du comportement, de biais cognitifs. Donc, je dirais LinkedIn essentiellement. Et puis, pour les plus aguerris, tes publications scientifiques. Pour les plus aguerris, mes publications scientifiques, mais ça restreint le champ quand même, parce que c'est quand même un peu moins accessible. Bien sûr.
En tout cas, c'était un super échange. Je te remercie. Merci à toi, Alexis.